Ok, non, on va pas parler de la daube numérique par le réalisateur du Noël de Grumpy Cat. Oui, ce film existe, mais je vais plutôt vous parler d'Alvin et les Chipmunks. Et pourquoi? Eh bien, parce que c'est Noël, et que, en effet, peu le savent, mais Alvin et les Chipmunks sont issus à la base d'une chanson de Noël, sortie en 1958 et composée par Ross Bagdasarian Sr. C'est le pianiste là dans le Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock, qu'on voit ici en train de jouer du piano, et qui venait tout juste d'obtenir en 1951 son premier gros succès en composant Come in My House pour la tante de George Clooney. Come on to my house, I'm gonna give you candy. Come on to my house, I'm gonna give you apple, plum and apricot too. Et de ce fait, pour les fêtes de fin d'année, j'ai eu envie de vous faire une vidéo un peu particulière et de commencer avec vous à retracer tout un panel de l'animation traditionnelle. Et justement, Alvin et les Chipmunks en est l'exemple parfait, puisqu'ils ont traversé toutes les époques, en passant par l'animation stylisée des années 60. T'as aussi un cours de Noël en 1981, designé par Chuck Jones, ouais. T'as une série animée produite par 3 studios différents, dont Murakami Wolf Svensson, qu'on avait déjà vu dans les vidéos Tortue Ninja. Mais surtout, tu as un long métrage animé qui est réalisé non seulement par de nombreux artistes qui participèrent au renouveau de Disney en 1989, mais aussi par une partie des équipes des studios Sullivan Bluth, qui transformèrent le monde de l'animation dans les années 80. Et surtout, ça me permet de vous parler de The Chipmunk Adventure, qui est un film d'animation sorti en 1987 sur les écrans américains, et qui n'est sorti qu'en 1994 chez nous, en VHS, mais qui est trouvable assez facilement. Mais avant, plaçons un peu les personnages, et tout commença quelques mois avant ce fameux Noël 1958, lorsque Roston Sipan Bagdasarian, se renommant Dave Seville pour l'occasion, parce que 1. Son nom ne tenait pas entièrement sur les pochettes d'albums, et 2. Son nom était trop connoté étranger, mit la main sur un enregistreur capable d'accélérer les voix, qu'il testa tout d'abord pour faire les chœurs de son Witch Doctor de 1958, qui est assez connu en vrai. Et c'est suite à la rencontre avec un Tamia durant un voyage à Yellowstone qu'il eut l'idée d'utiliser l'accélération de voix pour créer de petits personnages, comme pour Tic et Tac des années auparavant, en les nommant avec les prénoms de ses producteurs, et c'est ainsi que naquirent Alvin, Simon et Théodore. Où seul Alvin avait sa personnalité définie de garçon chiant, tandis que les deux autres servaient juste à faire les chœurs à l'arrière. La chanson fut un carton, elle s'écoula à 4,7 millions d'exemplaires en presque une semaine. Elle fut également la première chanson de Noël à remporter des Grammy Awards, 3 en l'occurrence, vu qu'en plus c'était la première année des Grammy Awards, et détient encore aujourd'hui le record de la chanson de Noël la plus vendue au monde. No, that's enough. Let's not overdo it. What do you mean overdo it? We want to sing it. Now wait a minute, boys. That's pretty. Why can't we sing it? Alvin, cut that down. Wait. Alvin and the Chipmunks will return after these messages. Après le succès de la chanson, forcément plusieurs albums suivirent, et en 1961 sortit une première série animée nommée The Alvin Show, avec, excusez-moi du peu, Jules Engel à la direction artistique, ainsi que Herbert Klein au décor. Que vous ne connaissez sûrement pas en fait. Mais leur héritage se voit toujours aujourd'hui, puisque Stephen Hillenburg, le créateur de Bob l'éponge, cite souvent Jules Engel comme principale influence. Et Klein et Engel avaient notamment révolutionné le monde de l'animation traditionnelle en travaillant surtout sur les décors de l'oscarisé Gerald Mike Boing Boing. Et Gerald Mike Boing Boing, c'est quoi? Eh bien, c'est une pierre à l'édifice de l'animation traditionnelle. Déjà, c'est un court-métrage qui est scénarisé par le Dr Seuss, mais surtout, il transforma totalement l'animation, et qui démocratisa alors ce qu'on a appelé le style UPA, du studio United Production of America, dans un mouvement assez proche de la peinture moderne, et que Chuck Jones avait déjà tenté pour son court-métrage Hellbent for Election, produit en 1944 pour la campagne de Roosevelt. Et en fait, les répercussions du style UPA, vous en avez encore jusqu'à maintenant. South Park, par exemple, c'est un héritier. C'est qu'au lieu de faire des décors détaillés, des personnages quasiment réalistes et une animation fluide comme ici, les artistes simplifient le tout au maximum pour ne retenir au final que quelques traits et des sentiments de décor. C'est la différence entre le style graphique de La Belle et le Clochard et les 101 Dalmatiens, par exemple.
Car après le succès de Gerald McBang et de Roti Toot Toot aussi l'année suivante, le monde de l'animation fut totalement chamboulé et le style se propagea même chez Disney et surtout à la Warner Bros. Si vous étiez fan de sa cartoon, par exemple, vous avez côtoyé l'UPA. En gros, c'est les changements qu'il y a entre les Bip Bip et le Coyote des années 50, réalisés par Chuck Jones, avec un trait classique, avec ceux réalisés par Rudy Lariva dans les années 60. Vous savez, c'est ceux qui commencent par... Rudy Lariva, qui réalisa également des épisodes de The Alvin Show. Vous voyez, on y revient. Et qui, l'année précédente, avait réalisé également le générique de la 4ème dimension, designé par Herbert Klein. Et si, moi, perso, je détestais les années UPA quand j'étais gamin, en vérité, ce changement de trait permit des chefs-d'œuvre, comme The Telltale Heart de 1953, où participa à nouveau Herbert Klein, mais surtout le merveilleux What's Opera Doc de Chuck Jones, au magnifique décor de Maurice Noble. Mais bon, je m'égare. Bref, la série ne dura qu'une seule saison, et chaque épisode de 6-7 minutes était en vérité des scénettes, mettant en avant la vie des Chipmunks et de Dave Seville, le tout doublé par Ross Bagdasarian. Et c'est tout de même durant cette saison que les personnalités des Chipmunks se modifièrent un peu. Alvin restant toujours un petit con, tandis que, alors Simon c'est l'intellectuel relou du groupe, et Théodore c'est le petit jeune gros mignon. Puis après 12 albums musicaux, Ross prit sa retraite en 1962 et se mit à produire du vin jusqu'à sa mort brutale en 1972. Et il faudra attendre 1978 pour qu'à 3h du matin, Chuck Taylor, un DJ de la radio KMET à Los Angeles, trouva amusant d'accélérer Call Me de Blondie, en faisant croire qu'il s'agissait du tout nouveau single des Chipmunks, sans se douter de l'onde de choc qui allait suivre. Car le lendemain matin, des milliers d'auditeurs voulurent se procurer cette fameuse nouveauté, et la compagnie Mercury Records, submergée d'appels, contacta Ross Bagdasarian Jr., le fils de son père, en lui demandant si un nouvel album était bel et bien prévu. Ce dernier, qui souhaitait relancer les Tamiya depuis de nombreuses années, sauta sur l'occasion et bluffa en répondant que oui, un album était en production. Et en 1980 sortit Chipmunk Punk, qui s'écoula à plus d'1 million d'exemplaires au lendemain de sa sortie. Qui en fait n'avait rien du tout de punk, puisque c'était surtout des reprises de Billy Joel et de la chanteuse country Linda Ronstadt. Wow, Linda Ronstadt. Il n'en fallait pas plus pour relancer l'intérêt des Chipmunks, et c'est ainsi que Ross Bagdasarian, accompagné de sa femme Janice Carman, frappèrent aux portes des studios pour sortir une nouvelle série animée. Et à Noël 1981, les spectateurs américains furent stupéfaits de découvrir sur la chaîne NBC un spécial de Noël avec les Chipmunks dedans, s'appelant A Chipmunk Christmas, un court-métrage spécialement produit pour Noël non seulement par Bagdasarian Productions, mais également par Chuck Jones Productions, la compagnie de Chuck Jones dont j'ai parlé tout à l'heure. Chuck Jones ? Chuck Jones, c'est un génie. C'est le créateur de Bip Bip et le Coyote, par exemple, et réalisateur de nombreux chefs-d'œuvre de la Warner. Et depuis le succès du Grinch en 1966, Chuck Jones était cantonné aux spéciaux de Noël. Et c'est pour ça qu'il s'occupa de redesigner les Chipmunks, afin de les différencier de leurs homologues des années 60, tandis que la réalisation échut à Phil Monroe, un ancien animateur principal de la Warner, qui officia sur des chefs-d'œuvre comme Rabbit of Seville, par exemple. Et ajoutons également qu'au décor, nous trouvons Toby Bluth, le propre frère de Don Bluth, qui exerça auparavant ses talents chez Hanna-Barbera, avec la série des Schtroumpfs, mais surtout l'étrange série Godzilla de 1978. Bon, par contre, le film, il est... c'est mignon, quoi. T'apprends que tu peux guérir du cancer en jouant de l'harmonica. Et suite au succès du court-métrage, une nouvelle série fut lancée, en 1983, produite pour les 5 premières saisons par les studios Ruby Spears, qui avait fait le dessin animé Mork et Mindy, adapté de la série du même nom, avec Robin Williams dans le rôle-titre. Les épisodes d'Alvin et les Chipmunks étant à nouveau réalisés par Rudy Lariva, mais également par Charles August Nichols, qui était animateur entre autres du Cocher dans le Pinocchio de Walt Disney, et qui avait réalisé aussi pour Disney l'oscarisé Toot, Whistle, Plunk and Boom de 1953, le tout premier dessin animé en cinémascope, et c'était aussi la première approche de Disney dans le style UPA. Vous voyez, on y revient. Et afin de boucler la boucle, rajoutons également comme réalisateur de la série Alvin et les Chipmunks, John Kimball, qui fera de nombreux épisodes de la série Tic et Tac Ranger du Risque des années plus tard, mais qui est surtout le fils de Ward Kimball, l'un des 9 Old Men de chez Disney.
J'en parlerai plus longuement une prochaine fois. Et du coup, avec un tel casting à la production, la série reste toujours aussi cool à mater aujourd'hui, et n'a quasiment pas vieilli du point de vue de l'animation. Et ajoutons également à la série la présence de Brittany, Jeannette et Eleanor, mieux connues sous le nom des Shipettes, des personnages féminins équivalents aux Chipmunks, pour que Janice puisse également y intégrer des chanteuses, et afin de trouver un modèle pour sa nouvelle petite fille. Car cas assez rare dans une série s'appelant Alvin et les Chipmunks, la plupart des épisodes sont centrés uniquement sur les Shipettes. Tandis que pour les garçons, les vrais, les bonhommes, eh ben le premier épisode de la série est avec Mr. T, je veux dire, c'est quand même la classe. you can't eat those fries without ketchup. La série fut hyper cool et assez mature pour un dessin animé pour enfants, puisque non seulement tu avais des références musicales assez stylées, genre une reprise de Proud Mary de CCR, ou bien carrément celui où le groupe se retrouve à jouer sur scène à Berlin-Est, poussant à la chute du mur de Berlin. Alors à noter que non seulement l'épisode est sorti 11 mois avant la chute du mur, mais surtout il s'inspire du concert historique de Bruce Springsteen, donné le soir du 19 juillet 1988 en RDA, devant 300 000 personnes après des années de censure et répression autoritaire, devenant le premier artiste américain à pouvoir jouer sur le sol est-allemand, et qui est souvent considéré comme un des premiers événements poussant à la chute du mur quelques mois plus tard. Et franchement, quelle autre série aurait pu me permettre de caser Bruce Springsteen dans un de mes épisodes ? Ich bin gekommen, Rock'n'Roll zu spielen für Ostberlin. In der Hoffnung, dass eines Tages alle Barrieren abgerissen werden. Et évidemment, succès aidant, Janice et Ross Jr. décidèrent d'utiliser leur tout nouvel argent à des fins utiles, et pourquoi pas justement de développer un épisode pour le grand écran. Mais le problème était que le couple débutait dans la production cinématographique. Et les premiers heurts arrivèrent très vite. Tout d'abord, le premier réalisateur engagé à la base se barra après seulement 2 mois de production. Et la réalisation du long métrage échoua alors à Janice Carman, qui, alors non seulement n'avait jamais réalisé un long métrage de toute sa vie, mais surtout était enceinte de leur enfant, et devait donc accoucher d'un film d'animation tout en supportant sa propre grossesse. Pour compliquer le tout, au bout d'un an, l'équipe d'animation choisie au départ n'avait pu accomplir que 5 minutes de long métrage, pour cause d'autres priorités plus importantes. Et il fut alors décidé de prendre n'importe quels animateurs disponibles, ce qui tombait super bien, parce que Michael Eisner venait de dégager une bonne grosse partie des équipes de Disney, et c'est ainsi que de nombreux artistes ayant officié sur Tron ou Taram et le chaudron magique débarquèrent sur le projet. Et c'est pour ça qu'au générique de fin, t'as les noms par exemple de Mike Perazza. Mike Perazza, c'est le directeur artistique sur La Petite Sirène, et t'avais surtout Andy Gaskill dessus. Andy Gaskill, c'est le directeur artistique du Roi Lion, de Dingo et Max, d'Hercule. Minus, le marchand d'enfants. Ajoutons en outre Bill Lawrence au décor, qui travaillait au même moment sur ceux de Fievel et le Nouveau Monde, mais t'as également le regretté Ron Diaz, qui est une pointure dans la profession, puisque non seulement il avait officié sur le Dragon Slayer de Don Bluth, ainsi que sur l'excellentissime Brisby et le Secret de Nîmes, mais il participera également au décor de Toonville dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Et qu'à cause d'un deal malheureux avec Burger King, nécessitant de livrer le film en date du 20 avril 1987, il ne leur restait que 9 mois de production. Des scènes furent supprimées du long métrage, les passages les plus compliqués à animer sautèrent également, et enfin le 22 mai 1987, après 2 ans et demi de production et un budget colossal jamais communiqué, sortit The Chipmunk Adventure sur grand écran et fit un bid monumental. Et le film commence, comme pour Retour vers le futur 2 en fait, avec des plans de nuages sous une jolie musique, composée par Randy Edelman, dont c'était le premier travail sur grand écran. Et qui continuera au cinéma puisqu'il fera Ghostbusters 2, et puis surtout The Mask. Alors, Louis Zingarelli Cara Design, des humains, qui travailla sur Le Seigneur des Anneaux de Bakshi, et qui fera par la suite le design de Cool World et de Titan AE. Oui, je suis ce genre de crétin qui reste au générique de fin pour stalker tous les noms. Et après ce générique assez sympathique, nous débutons de but en blanc sur le prince Eric. S'il te plaît, Dave. Non, en vérité c'est Dave Seville, le père adoptif des Chipmunks, en train de préparer ses bagages pour un voyage en Europe. Ah oui, j'ajoute que Dan Haskett, le futur car designer de La Petite Sirène, avait travaillé aussi sur ce film. Voilà, maintenant vous savez d'où vient la gueule du prince Eric. Il s'est pas fait chier.
Arthur ? Mais pourquoi Arthur ? Il s'appelle pas Arthur. Et c'est après avoir tenté de monter dans le taxi de Dave et s'être fait virer par la suite que notre héros joue à un de ces fameux jeux vidéo de cinéma. Vous savez, ceux qu'on comprend pas et qui seraient totalement injouables dans la vraie vie. Quand je pense que nous détenons 5 millions de dollars en diamants et que nous n'avons personne pour les livrer à nos acheteurs. Tu devrais peut-être pas dire tout ça à voix haute dans un lieu public. Et c'est ainsi que nous découvrons Klaus et Claudia Forstein, deux méchants qu'on sait qu'ils sont méchants parce que, alors non seulement ils fument, mais en plus le mec il ressemble à un curieux mix entre BHL et Mitterrand. Si j'avais assez d'argent de poche, j'organiserais une course autour du monde, rien que pour vos balles. T'es vexé comme un pou parce que Est-ce que tu penses à ce que je pense? Je pense que oui, Cortex, mais si on n'avait pas d'oreilles, on ressemblerait à des fouines. Célibataire, représentant de commerce et casier judiciaire vierge. Excusez-moi, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation. Donc Claudia et son mari, sûrement, décident d'utiliser les gamins pour un trafic à la con, et font croire à un pari sur une course autour du monde. Je vais mettre $1 million sur ces pouces. $1 million? Sans blaguer. $1 million. Moi, je vais jouer ce charmant petit gentleman. Les enfants, rien n'est plus géant que d'être cajolé par quelqu'un que l'on aime. Mais si quelqu'un essaie de vous ennuyer, là, ce n'est pas bon. Nous sommes les Pommes Chips, et voici nos amis les Chipettes. Pomme Chips ? Et le premier de vous deux qui franchira la ligne remportera $100 000. Mais t'avais pas parlé d'1 million ? Alors évidemment, je ne vais pas vous faire le film en entier, mais sachez donc que le scénario n'est pas le point fort du film. Encore une fois, c'est la sempiternelle histoire d'une course autour du monde où les héros sont utilisés comme mules malgré eux, avec aussi le sempiternel passage dans un pays arabe où t'as un sultan qui veut prendre les filles pour son harem. Dans 10 ans, je ferai de cette moussemée une de mes femmes. Mec, t'as 10 ans ? Sans oublier le moment ultra éculé où Théodore est capturé par des indigènes, nourri comme un dieu et condamné à un rite sacrificiel du haut d'un volcan, on l'a vu 1 milliard de fois. Il est d'ailleurs assez amusant de noter que, à part la partie sacrifice sur un volcan, le voyage des garçons reste tout de même beaucoup plus peinard que le voyage des filles. Par exemple, pendant que les garçons font la fête au Mexique, Cette saloperie! Et sûrement à cause des coupes, les Chipmunks semblent visiter beaucoup moins de pays que les Chipettes, ces dernières se tapant même un détour YOLO en Antarctique pour aller remettre un manchot à sa famille, manchot qui fut offert par le sultan juste avant que ces dernières ne se mettent à danser avec des serpents. Mais si l'on fait l'impasse sur le côté ultra convenu du scénar, le film reste cependant magnifique visuellement, et surtout lors des nombreux passages musicaux prédestinant ce que deviendra Disney quelques années plus tard. Notamment le moment de la danse avec les serpents là, avec une animation devenant de plus en plus délurée au fur et à mesure que la chanson avance, ou bien ma scène préférée, le segment Girls of Rock'n'Roll, situé sur le site de l'Acropole, lorsque par un franc hasard les garçons retrouvent les filles et s'engagent dans un duel musical, animé d'une main de maître par Glen Keane qui passait par là. Glen Keane, c'est cette scène. C'est Glen Keane. La qualité de l'animation d'un des piliers du renouveau de Disney se ressentant fortement pour la chorégraphie de Brittany notamment. Augurant ce qui deviendra les meilleures scènes du bonhomme, de Georgette dans Oliver et compagnie, à la détermination et souplesse de Pocahontas dans Pocahontas. Bref, j'aime ce film de tout mon cœur et le conseille à tous ceux qui veulent passer un bon moment en la compagnie des Tamiya. En passant sur le fait qu'effectivement, un plan consistant à faire voyager en montgolfière des mômes qui n'ont jamais voyagé en montgolfière, c'est assez débile. Mais j'aime ce film parce qu'il est sûrement le seul à ma connaissance à mélanger à la fois les talents des studios de Don Bluth avec les futurs talents de Disney, et en plus je pense que c'est probablement le seul film pour enfants où l'on peut entendre Micheline Dax hurler. J'espère que vous avez une bonne assurance, salopard! Et pour conclure sur les Chipmunks, notons que les derniers films en 3D restent assez dispensables, surtout le 3e, et d'après ce que j'ai pu lire, le 4e est encore pire. Oh no. Real smooth. C'est une magnifique blague caca. On applaudit le caca. On adore ça le caca. Tandis que pour la nouvelle série animée, je l'ai pas vu. Par contre, je vous conseille également le direct ou DVD Chipmunk Meets the Wolfman, sorti en 1999 et disponible chez nous, où t'as un loup-garou durant une représentation de Dr Jekyll et Mr Hyde. Et on se retrouve l'année prochaine pour une année que j'espère quand même qui est un peu moins dramatique que celle-ci. Et alors, ça sera pour l'épisode 3 de Retour au futur, et puis je terminerai les Tortues Ninja aussi, et puis d'autres trucs.
Et donc, on se retrouve l'année prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous, et prenez soin de vos proches surtout. Faites-vous des câlins.